qu'en plantant plus serré, l'ananas le fruit sera moins gros. Non, faux. C'est faux. Ah bon? Les essais de densité qu'on a fait en plantant en double rangée, donc on est descendu jusqu'à 20 cm d'écartement, où on était à 80 000 plants hectares, et on avait toujours d'excellents rendements. Et en plantant tous les 22 cm, 23 cm, on est à 60 000, 62 000, et donc on est à une densité qui est optimum. Donc ça n'empêche pas le développement des plantes, même si on est à forte densité. Il était à 25 sur les chemins, mais l'espace là est vraiment optimisé au maximum, quoi. Comme c'est serré, la densité est plus grande. Les plants sont quand même plus fins. Un peu effilés, c'est vrai. Ça c'est aussi dû à la variété. Hein. La variété fait des rejets qui sont plutôt fins et qui montent plutôt, qui sont très effilés. C'est pas des gros rejets. La variété, c'est la variété Queen. Queen Tahiti ne fait pas des gros rejets. Comme il y a beaucoup de Voilà, il y a cailloux, vous ne pouvez pas labourer là. Non, on ne peut pas labourer. On utilise la pelle qui est là-bas pour éclater le terrain. Avec le goudé, on pelle mécanique. C'est ça. Au niveau de l'herbe, donc comme il y a beaucoup de cailloux, vous ne pouvez pas dépasser. Non, là on est obligé de l'herbicide. Voilà. Basta. Si je mets d'autres herbicides, là c'est pareil, ça fleurit. Enfin, les autres herbicides, les systémiques là, Ça touche ça les plants. enfin non, on dit que ça fleurit tout seul après. Et au niveau du paillage, vous avez une machine pour mettre? Ouais, c'est à la machine. C'est une machine que j'ai faite, c'est un petit pasteur avec une sillonneuse que j'ai fabriquée. Je mets le rouleau derrière, et je mets 2 gars. Ici, on connaît très bien les cycles de production des ananas. Il y a 5 variétés. Et les 5 variétés, on connaît bien les cycles de culture. Et on peut piloter et programmer les récoltes. On peut savoir exactement quand on va récolter. Alors, on va récolter en fonction des sommes de température que le fruit a reçues, entre le traitement d'induction florale et la récolte. Donc, on a installé toutes les stations météo. C'est des petits enregistreurs qui ont... C'est tout petit. Et là-dedans, ce qui est le plus gros, c'est la pile. Donc là, on enregistre toutes les températures, toutes les heures. Toutes les heures, et là-dedans, on peut enregistrer 1 an et demi de température. Et du coup, là, vous n'avez pas de tracteur, vous faites comment il faut pulver? Pied par pied? À l'atomiseur. J'ai un atomiseur, j'ai un embout qui fait juste devant vous. Donc je le mets à une vitesse très lente et on atomise toujours à la même vitesse, au même débit. Parce que si vous voulez, au départ, on a essayé de pulvériser avec la pompe à d'eau. Malheureusement, au début c'est bien, au fur et à mesure, ça fatigue. Alors l'atomiseur, ça va. Je suis toujours sur les mêmes quantités d'eau que quand j'étais sur le tracteur, avec l'atomiseur. On est de l'ordre de 3000 litres d'eau hectare. Nous, on a l'habitude du dosatron et du venturi. Là, c'est comment ça s'appelle ce système? C'est un système Venturi. Vous avez un dosatron à combien? 2,5. 2,5%. Tu vois, c'est ça. Oui, le mien fait quand même 10%. Donc, parce que 2,5%, ça vous fait un sacré paquet de flotte. Vous vous rendez compte? Oui, mais ça fait apporter beaucoup d'eau. Alors que c'est peut-être pas utile en Guyane d'apporter beaucoup d'eau. Parce que vous créez du lessivage quand même dans le billon. Donc peut-être soit trouver un dosatron, un appareil qui envoie un peu plus de solution. Hein. Moi je suis à 10%. C'est déjà mieux que 2,5 parce que j'apporte quand même 5 fois moins de flotte que vous. 4 fois moins. En même temps, quand c'est la saison sèche... Ah oui, mais rien n'empêche. Quand c'est la saison des pluies, vous pouvez apporter, vous êtes en solution plus concentrée, et en saison de sèche, eh ben, vous apportez que de l'eau.
Entre deux fertiles, vous apportez de l'eau. Donc vous apportez un coup de fertile, le jour après un coup d'eau, c'est même plus efficace que d'apporter tout en même temps des gros paquets. Ah oui. Ah bah oui, parce que... Parce que nous, ce qu'on fait, c'est qu'on a, à chaque fois, enfin moi, ce que je fais, à chaque arrosage, j'envoie Un peu d'engrais. Oui, oui, c'est ça, on peut effectivement apporter de la solution un peu plus diluée et en apporter à chaque irrigation. Si vous voulez, ici on fait deux choses. On jette les bubis et on écœure la couronne pour éviter d'avoir trop de développement de la couronne. Parce que par exemple sur celui-là, là, si vous avez pas fait, il y aura une couronne deux fois plus haute. Voilà, oui. Peut-être en trouver un, sûrement un cas. Non, non, mais c'est vraiment la différence est énorme. Moi, j'ai un gars qui fait ça depuis quelques années maintenant, qui a un super climat. Et il en fait entre 900 et 1000 à l'heure. Il paraît même qu'au Suriname, il y a un produit que l'on met dans la couronne. Dans la couronne et ça rétrécit la couronne. Oui, Ici, un rétrécisseur chimique, mais ici on ne l'utilise pas du tout. Je suis pas sûr qu'il soit homologué en France. Sur la variété de l'ananas bouteille, d'ailleurs on va récolter que les bubis. On ne va pas prendre donc les rejets. Par contre dans le queen, généralement je casse les bubis à un certain stade de l'avancement de maturité. Pour voir un gros fruit. Pour voir un fruit un peu plus gros. Cette année on ne l'a pas fait parce qu'il n'y a pas beaucoup de bubis. Les rejets, c'est les plants qui sortent au niveau du primaire. Ça. Les bubis, c'est vers le fruit, voilà. Comme ça, qu'est-ce qu'on fait derrière? Ce qu'on fait, soit donc on broie peut-être à 10 cm, on va éventuellement reprendre les rejets 2-3 mois ensuite. Ou alors on broie à terre et puis on essaye de ne pas trop se servir des rejets. D'accord. Il y a d'autres producteurs, on a d'autres méthodes, mais nous on essaie de faire au maximum avec des bubis. Après si on a besoin de rejets, bon, bien sûr si on broie à 10 cm, dès qu'on broie après, il y a des plants. Cailleux qui sort. Et donc une fois que vous avez ramassé les rejets, vous laissez en jachère ou pas avant de combien de mois? En fait on voudrait laisser environ 8 mois, donc c'est possible qu'on ait pas beaucoup de terrain. En fait Vous rasez à 10 cm, puis après on rase à 10 cm, on enlève le plastique, puis on laboure. On replante pas immédiatement, on attend 5-6 mois quand même. donc vous avez coupé le pédoncule avec les bulbis. Voilà. Et on essaie de pas trop couper avec le couteau parce que justement on a besoin des bulbis pour planter. D'accord. Parce que si on coupe trop tôt avec le fruit, les bulbis sont trop petits pour planter. Mais comment vous faites alors? Nous en fait au final on casse 2 bulbis, on glisse le couteau pour avoir un peu pour pas que l'un soit arraché comme à côté de Stéphane. Là c'est quand même déjà abîmé d'ailleurs. Oui. Vous pouvez pas le garder là. Si, on le vend quand même. Hein. C'est vrai? Parce que la majorité des fruits qu'on voit, ils sont rachetés par des gars qui vendent dans la route. Il y a aussi ceux qui en local quoi. Voilà. Mais pour exporter ça. Et ceux qui utilisent le fruit directement, qui les couchent. Le fruit est consommé dans les 2 jours. Localement, vous vendez combien? Ça va de 1 € à 2 € quand il y en a pas. Kilo ou pièce? Kilo.
kilo. L'exportation. L'exportation. Attention, il y a la concurrence à la Guyane là. 1,10 €, 1,20 €. Et là-dessus, vous avez des aides à la commercialisation? Ouais, 100 piles, c'est ça? 30. Les gens sont prêts à mettre le prix dans l'ananas s'il vient d'ici. Donc on a cette chance ils ont réussi à créer ça, cette demande. Maintenant, ils n'ont pas réussi à créer l'offre en fait. Donc du close. D'accord. Il vous propose, j'imagine, Léo, Hugo, Fanta. Alors j'avoue que ces variétés-là en sol acide, c'est raide, hein. C'est difficile. En sol acide, ça peut se développer, ça va avoir moins de goût. Il est plus sensible à certaines maladies du type fusariose. Il va être sensible à des maladies de dépérissement et des maladies foliques. C'est sur les premiers rejets, sur les premières ramifications que vous allez avoir les premiers melons. Donc là vous avez des chances pour avoir un melon de pied. Par contre les premières fleurs elles vont arriver là. Donc surtout dans le taille-pas, l'intérêt c'est qu'on ait des melons le plus rapidement possible. Donc nous on va attendre clairement les ramifications débordent du plastique déjà. Si on voit que le plant est trop développé avant la floraison, là oui effectivement on peut faire de la taille. Il faut faire attention à la taille parce que ça peut quand même secouer le plant. La taille non, on ne va pas la faire avant que le melon ne déborde du plastique. Donc on ne fait pas des gourmandages comme on peut faire en tomate, etc. C'est vrai que ça peut permettre d'avoir des premiers fruits plus gros. Mais sur le marché local, nous on arrive à passer à peu près tout ce qui sort, enfin tous les produits, même des petits produits de petit calibre, on arrive à le passer. Donc c'est pas l'objectif. Ensuite, on paye ici pour que ceux qui sont là repartent. D'accord, mais donc ça vous fait énormément d'opérations. Beaucoup d'opérations, ouais. On taille assez souvent. Tous les 10 jours, on passe sur les lignes. Alors moi ce que je vois comme... Alors ça peut être intéressant. Le problème c'est que vous avez toute la floraison mâle qui va sortir d'abord. Bon, sur la base de la plante, vous avez toute la floraison mâle. On a les fleurs mâles qui sortent. Ensuite, les fleurs femelles, elles vont ressortir sur les ramifications. Donc ça veut dire que si déjà vous taillez, en fait là concrètement, votre première taille consiste à casser une des trois. En gros, vous partez là à ce niveau-là, moi j'ai 3 ramifications qui sont possibles. La quatrième, là où je vous rejoindrai, c'est que ces ramifications-là, par exemple, elles vont pas forcément être utiles. C'est ça. Donc là, effectivement, on aurait intérêt à tailler après. Par contre, les 3 premières, surtout que celle-là, c'est celle qui va vous donner en premier. Ouais. Celle-là que vous taillez, c'est celle qui va vous donner en premier. C'est vrai. Donc, vous rallongez votre cycle, et souvent, sur celle-là, comme c'est la ramification, c'est la primaire, c'est celle qui est la plus forte, c'est souvent sur celle-là que vous allez avoir le plus gros fruit, ou le fruit de démarrage, les fruits les plus sucrés. C'est sur celle-là que vous avez les melons de pied. Et du coup, là-dessus, c'est pareil. Même si celle-là, vous la taillez, j'aurais tendance à vous dire, laissez à la plante la possibilité de sortir un maximum de rejets au départ. Parce que vous allez augmenter votre densité. Et de toute façon, c'est sur les rejets secondaires que vous allez avoir, enfin c'est sur les 3e, 4e entre-nœuds que vous allez avoir vos fruits. Donc moi j'aurais tendance à vous dire, première taille, évitez-la.
Deuxième taille, à ce niveau-là, oui, vous pouvez commencer à envisager d'avoir des tailles complémentaires parce que bah, justement vous avez des ramifications en fait, qui ne vont pas aller à terme. Ça, c'est un plan qui est nickel. Par contre, dès que vous commencez à avoir des traces de liège un petit peu à la base, des petits suintements, vous avez la gommose qui peut provoquer des suintements particuliers, qui peut du coup provoquer des flétrissements. Vous avez certaines bactérioses, mais généralement les bactérioses, ça va plus vous provoquer des problèmes sur le fruit et la feuille. C'est-à-dire vous voyez des taches sur les feuilles assez jeunes, donc sur les feuilles peut-être à ce stade-là. En dessous de la feuille, vous voyez des taches, le matin plutôt, parce que dès que ça commence à sécher, ça se voit plus. Le matin, vous avez des taches assez larges, un peu translucides, un peu vert foncé. Ça, c'est typique des bactérioses. Et en plus, si tu mets trop de la gralle, des fois ça brûle les feuilles aussi. Oui, en fait, c'est le problème des adjuvants, surtout que déjà avec le soufre, il faut normalement, si vous regardez sur IFI, la dose homologuée, c'est 12 kg hectare, 12 kg 5 hectares. Autant vous dire que si vous faites ça, vous grillez votre parcelle. Sur nos latitudes, vous grillez votre parcelle, c'est pas compliqué. Par contre, nous on le passe aux environs de 4 kg dans ces eaux-là, 4 kg hectare. Il faut faire attention même à sa température, même à ces dosages-là, il faut faire attention. Et si vous mettez de la gralle en plus, une des caractéristiques des surfactants, c'est justement que ça concentre. Donc c'est vrai que sur le soufre, on a des surfactants qui sont beaucoup plus légers, mais ils sont extrêmement chers. Et surtout, bon, le soufre, en fait, à chaque fois qu'il y a une grosse pluie, il faut refaire. Ils sont plus petits, c'est pour ça. Ah, ils sont plus petits, ouais, mais ça va. C'est la plante. En fait, la taille, elle dépend pas que de la variété, elle dépend surtout de l'état de la parcelle. Oui, De l'état de la parcelle. Vous le vendez à combien? Ça va être vendu alors en très très bonne période. Pour le producteur, on peut monter jusqu'à 1,60 €, 1,80 €. Très bonne période, là c'est exceptionnel. C'est quand il n'y en a pas et quand. Et curieusement, c'est peut-être les périodes où il est le moins bon qu'on le vend aussi cher. Parce qu'il y a quand même de la demande. Et sur les très mauvaises périodes, en gros, on estime il faut arrêter de le vendre à 70 centimes du kilo. Revenu producteur. Parce qu'en dessous de l'achète en Guyane à 3,50 €, 3,80 € la grande surface. Vous pouvez y aller, vous pouvez faire 3 fois moins de surface que non, nous. mais c'est les vôtres. Vous dites les fruits que vous vendez à la récolte, les fruits partent tous à la coupée? Nous, on amène tout à la coopérative, ils chargent la commercialisation. Les producteurs ne s'engagent pas vraiment. C'est-à-dire que quand ils voient qu'au marché municipal, la salade est à 3 € et que moi je me vends à 2 €, je dis en fait j'ai 1000 tonnes mais j'ai que 500 kg. Et vous allez voir le samedi, la salade, marché municipal. C'est pareil. Non, mais c'est une Est-ce que vous avez montré ces problèmes-là? Bien sûr. Nos engagements, c'est de commercialiser la totalité de la production que le producteur nous amène. C'est-à-dire s'il a respecté son contrat de production, il faut que par exemple il a planté 5000 melons, 5000 plants de melons par semaine, il faut que de ces 5000 plants de melons par semaine, on soit capable de commercialiser la totalité. On prend l'exemple de la tomate. En tomate, j'ai des producteurs qui respectent leur planning, mais qui forcément, on n'est même pas en train de produire des boulons. On a des pics de production, même si on respecte les plannings, même à la limite au contraire, quand on produit très bien, on peut avoir des pics de production importants. Les producteurs amènent leurs produits et on se retrouve, dès que la tomate, sur certaines sociétés commerciales, on se retrouve dès que la tomate commence à se vendre moins bien parce qu'il y a beaucoup plus de volume. Et du coup, il faut que le producteur accepte de laisser le produit à tel prix. Donc c'est là où on a un petit problème, c'est que si on était capable de dire au producteur, oui ok on te prend tout, attention, je vais la vendre à tel prix. Mais je peux te la prendre, je m'occupe de la commercialisation. Et le producteur, lui, à la limite, ça le fait gagner du temps en termes de commercialisation, il n'a pas besoin d'aller voir un tel, il n'a pas besoin de négocier, il n'a pas besoin de passer du temps sur le marché.
Par contre, aujourd'hui on a encore ce petit problème-là. Il faut une bonne entente, il faut un équilibre, il ne faut pas être trop dur ni de l'autre côté. Il faut que tout le monde soit à l'aise. Si par exemple quand il y en a beaucoup qui ne vont pas, et bien, on demande un peu plus. C'est très difficile d'estimer, on peut faire des contrôles sur le terrain, c'est très difficile d'estimer parce qu'effectivement en général quand les prix sont très élevés c'est parce que justement il n'y en a pas beaucoup. Donc les producteurs, et que personne n'en a beaucoup. Donc les producteurs, c'est difficile de dire ouais mais tu n'en as pas beaucoup. Ben oui, forcément c'est parce qu'il n'y en a pas beaucoup que le prix est très élevé. Et inversement, on inverse ça juste, c'est parce qu'il y en a beaucoup que le prix est très bas, donc on ne peut pas reprocher aux producteurs, enfin c'est très compliqué. On va calculer les coûts reviens, c'est-à-dire les prix en dessous desquels on préviendra le producteur en disant attention, on ne pourra pas te le payer à plus que le prix de revient. Qu'est-ce que tu fais? Tu amènes pas, mais on avertit. De manière à ce que le producteur ait la possibilité de faire son choix, savoir s'il récolte ou s'il ne récolte pas. Parce que le gros souci, c'est aussi ça. C'est le producteur, il va engager les charges complémentaires pour récolter alors qu'il n'est pas sûr de vendre un tel prix. Le producteur, il va falloir aussi qu'il accepte, qu'on l'habitue à accepter de faire un certain nombre de sacrifices et il faut qu'il sache lui aussi qu'il y a des périodes où il ne peut pas récolter son produit. Ou alors, il faut qu'il accepte de vendre un peu à perte, limite à perte. Parce que c'est ce qui va permettre d'entretenir certains marchés, de re-rentrer derrière, de ne pas les perdre surtout. Dès que le prix va remonter, on va pouvoir être présent et repartir sur ce marché. Mais bon, c'est compliqué, hein. Oui, très compliqué. Il faut proposer suffisamment d'avantages pour les producteurs pour qu'ils ramènent le produit, même quand ça se vend très cher. Et de toute façon, l'intérêt de la SICA, c'est la commercialisation en milieu, c'est-à-dire de gérer la commercialisation. Donc l'objectif, c'est que nous, en tant que SICA, on ait des réseaux commerciaux qui nous permettent de passer la totalité de la production de nos adhérents. Même si parfois c'est pas très cher. Donc l'objectif, il faut bien sûr qu'on défende l'intérêt des producteurs, l'intérêt d'avoir un commercial au sein de la structure collective qui soit payé par les producteurs et non pas par les sociétés commerciales. D'autant plus, il ne faut pas se voiler la face, on a le droit aux aides du POSEI. Aides dont vous bénéficiez peu pour l'instant. C'est regrettable. Et vous avez la chance d'avoir la présidente de l'ODA2 qui est guyanaise. Okay. Alors si vous souhaitez vous fermer sur vous, je vois des jeunes autour de moi, je pense que nous sommes pratiquement de la même génération, nous n'avons pas le choix, il faut qu'on se mette ensemble. Si on souhaite dire que la Guyane, les Guyanais, les Antillais sont concurrents, c'est d'autres marchés qui vont nous trouver. C'est aussi simple que ça. Je crois que ça doit se faire. L'agriculteur devront passer être obligé de passer par de trop grosses structures. Non, il faut des organisations. Et la base de l'organisation, donc d'agriculteur à agriculteur, ça ne tiendra pas. Il faut baser la relation sur des organisations économiques. L'important, c'est qu'il faut être syndiqué. Il faut être dans une organisation syndicale. Ça, c'est la base du développement. Malheureusement, comme Charles le disait, il y en a très peu qui s'investissent, donc qui s'essoufflent. Les planteurs, eux, ils veulent des plantes qui montent pas jusqu'ici, quoi. Bien sûr, ouais. Comme vous, d'ailleurs. Et après, tout le travail que c'est fait, c'est manuel. Donc voilà, la et récolte, ça se fait manuellement. Donc une plante qui supporte bien l'ombre, tu vois, bon, finalement, quand tu fais le screening, quand tu sélectionnes, ouais, il y en a plus 15 mètres, quoi. Là où les mecs ont toujours utilisé l'arachidoniculture, c'est qu'en fait, jusqu'à présent, il y a très peu de personnes qui se sont occupées justement de gérer cette compétition. C'est-à-dire que c'est pas, ce qu'il faut vous dire, c'est pas on met une plante de couverture et puis qu'on s'en va, quoi, et puis on fait plus rien. Non, c'est pas ça, quoi. On met une plante de couverture, mais après il faut savoir la gérer. Mais il faut savoir la gérer pour qu'ensuite elle nous rende service, quoi. C'est ça un peu l'idée. C'est pas, c'est clair, hein, comme je vous le disais tout à l'heure, ça c'est pas une bâche en plastique, quoi. D'accord? C'est une plante et effectivement elle pompe, quand elle a besoin d'eau, etc. elle pompe, quand elle a besoin d'éléments, elle pompe.
une fois que les bananes c'est fini, peut-être qu'en laissant ça dans la jachère, peut-être justement ça va encore plus s'envahir. Il n'y aura plus que ça qui aura tout envahi. Tant mieux, ouais. Parce qu'au moins tu n'auras plus de mauvaises herbes. Tu auras un truc que tu contrôles, que tu sais maîtriser. Je prends un exemple, là c'est le bananier et l'arachis, mais que tu prennes une autre plante, c'est pareil au niveau racinaire. Les deux plantes elles vont pas se comporter de la même façon. Et c'est pour ça que c'est aussi intéressant en fonction des plantes aussi, hein, de pouvoir marier une plante, tu auras un système racinaire assez superficiel, et tu vas la mettre, tu vas mettre une plante de couverture qui elle aura un système racinaire plutôt profond, en pivot, etc. Tu vas pas pomper au même endroit, quoi. Comment on aurait pu faire? Parce que là on a planté l'arachis une fois que les bananiers ont été plantés. Parce que moi ce que j'aurais fait, normalement, c'est que pendant la période de jachère, d'accord, j'aurais planté ça là déjà moi. Pendant un an, j'aurais planté ce truc. Enfin peut-être pas un an, bon, je l'aurais planté. Et ce que j'aurais fait ensuite, c'est que j'aurais planté les bananiers dans ce truc là. Tu vois? Ouais. Donc moi c'est ce que j'aurais fait. Ouais, c'est ce que je vais vous montrer aussi, c'est ce qu'on a fait. Mais c'est-à-dire qu'après les 5 années de production, après la jachère, vous ne retournez pas la terre? On retourne la terre si tu en as besoin. Tout dépend de ton état initial. Je veux dire, effectivement, on a vu avec Rairo en faisant des profils de sol. Ouais. Si tu vois que ton sol il est complètement compacté, que tu as une semelle de labour qui a 30 cm et que, enfin bref, tu peux rien planter dessus. Effectivement là, tu remets toute ta plaque, tu recommences à zéro. Ouais. Et tu démarres sur des bases solides, quoi, en mettant justement une plante qui, pendant cette période de jachère là, va travailler ton sol, quoi. D'accord. Pour toi. Et tu n'auras pas besoin de revenir et retravailler ton sol. C'est ça l'idée. Je veux dire, au lieu de se faire subventionner sur d'autres trucs, on peut se faire subventionner sur ça, quoi. On peut faire une demande, on monte un projet, le projet plaque, enfin entre autres, plaque d'archiculteur. Je veux dire, en termes de résultats, tu peux être sûr que tu dis au gars, là, au bailleur, nous, ça va être écologique, quoi. Et vous avez surtout utilisé l'arachide ou est-ce qu'il y a une autre légumineuse que vous avez déjà essayé? On a commencé à travailler avec du stylo. Ouais, il y a ça, il y a du centrosema, ouais, il y a plusieurs légumineuses. On peut les détruire mécaniquement assez facilement, quoi. Ça, c'est le grand intérêt. Pour ce genre de couverture, je ne vais pas mettre des bananiers. Moi. Parce que un bananier, une bananeraie, ça dure au minimum 4-5 ans, quoi. Et si tu veux, ces mulches-là, ça dure pas 5 ans, quoi. Tu comprends? Au début, on avait commencé à travailler avec des espèces genre Stylosanthes, puis d'autres espèces. C'était très très bien au début, quoi. Mais progressivement, bon là, si tu veux, progressivement, ces couvertures-là, elles vont disparaître au cours du temps. Et donc, tu vas te retrouver finalement à la même situation au bout de 2 ans, quoi. Donc c'est pour ça qu'on a essayé d'évoluer vers des couvertures pérennes comme l'arachis. Mais si vous êtes sur des systèmes maraîchers, je veux dire, les cycles sont relativement courts. Alors, pour moi, il n'y a pas plus utiliser des couvertures, des mulches à partir de ce type de plantes. C'est vraiment assez simple, quoi. Et puis en termes de timing, je veux dire, ça va te tenir quand je vais rouler là. D'accord? Quand je vais tout rouler là et que je vais laisser ça en mulch, ça va tenir au moins, vous allez voir le mulch pendant au moins 3 mois. Quoi. Vous connaissez tous les avantages d'un mulch en termes par rapport à l'humidité, l'enherbement, etc. Moi, le plastique, les crafts, je préfère avoir un mulch naturel. Tu le plantes, quoi, ton plastique, là, ta couverture. C'est ça le principe, en fait. Bon, après, bien sûr, c'est peut-être plus simple de mettre du plastique, mais encore, je suis pas sûr. Parce que après, pour l'enlever, là... En maraîchage,
j'ai besoin de retourner à terre pour passer le motoculteur, pour créer mon billon. Ou même si j'ai pas besoin de billon, il faut que je prépare mon sol pour pouvoir planter ma salade. Mais pourquoi il faut que tu prépares ton sol? Dire que si je passe au l'eau, je vais piller tout ça. Mais moi j'ai du mal à imaginer comment je vais planter ma salade ou mes concombres dessus. Quoi. Mais je te pose la question, pourquoi tu travailles ton sol? Si on doit faire le travail du sol, on le fait quoi. Mais parce que si tu vois dès le départ que ton sol, même si tu mets une plante de couverture, que ton sol il est déjà compacté, bah c'est sûr. Hein. Si tu es sur un sol super compacté, physiquement qui est pas terrible, bah, c'est sûr que je vais pas te dire de mettre ça, que ça va te décompacter ton sol. Ça, non. Donc dans ce cas-là, effectivement, fais ton travail du sol, mais quand même le mieux, c'est de pouvoir ouvrir ton sol, faire un profil, et puis regarder réellement ce qu'il y a dessous, quoi. Parce que tu sais, si c'est juste pour passer un cover crop, tu vas juste bouger tes 30 cm, mais en dessous, si c'est compacté, ça le restera. Hein. Et puis ce sera de pire en pire. Hein, après, c'est toujours pareil. Enfin bon, je vais pas refaire l'agriculture, mais. Et là, on est dans une agriculture qui est complètement sous perfusion, quoi. On met de l'eau, on met des engrais, on met tout, parce qu'on perd tout, quoi. Bah, au-delà de trouver la meilleure variété de bananes, le meilleur truc, le meilleur plastoc, le meilleur truc, à mon avis, quelque part, il y a aussi... enfin, il faut qu'on réfléchisse à mieux gérer nos sols cultivés, quoi. Ça donne quand même un fruit. Elle est grande derrière, oui. Ouais, ça donne une pomme. Non. Oui, il donne des fruits aussi. Devant aussi. Ouais, mais c'est pas pour la production, hein. C'est plutôt ornemental. Alors que les autres, les cierges peuvent produire parce qu'ils font beaucoup de fleurs. Vous voyez, il y a vraiment une différence au niveau de la floraison. Hein. Que là, ils ont 2 fleurs et il y a même certains qui fleurissent jamais. Et alors que les autres, ils fleurissent très souvent. Alors parfois on met, donc en fait on a créé une formulation d'engrais avec un fournisseur, donc 25-16, c'est nous qui l'avons créé. Parce que dans nos sols on a déjà pas mal de phosphore et le phosphore ça coûte cher. Donc on a demandé à ce que donc, la formulation soit limitée en phosphore et bon après qu'ils contiennent une quantité suffisante dans les autres éléments. On l'a calculé par rapport aux agrumes qui est donc l'espèce fruitière la plus délicate à entretenir. Donc on a fait cette formulation par rapport aux agrumes et ensuite plus largement on l'utilise sur toutes les cultures terrestres. Au départ on n'avait que des engrais canne et banane et petit à petit ça s'élargit et on arrive à avoir des engrais un peu plus adaptés aux autres cultures de diversification, quoi. Une réaction physiologique à soit une coupure, soit une piqûre par exemple de chenille ou qui ferait que ça, ou le même de pitaya même, voilà, d'une autre branche qui aurait piqué et qui finissent ensuite par pourrir. Est-ce que c'est ça? Alors nous là-haut ça a pris je pensais que comme moi je traite au début sérieux, je pensais que c'était des éclats de terre qui allaient sur l'arbre. Est-ce qu'on a le même problème aussi? Mais surtout quand c'est un surtout c'est une diffusion. Mais nous, ça a pris une grosse proportion sur la parcelle du haut, parce que il y avait une sorte de petit marécage derrière, donc comme si ça avait été favorisé par cette humidité. Donc, ou alors à moins que ce soit à force, comme ça fait longtemps qu'elle est là cette parcelle-là, est-ce que c'est à force comme elle est en train de vieillir? Et en Guyane, il y a des clients qui réclament les fleurs. Les fleurs, parce que les fleurs se vendent assez bien. En salade, je sais pas. Mais ce sont encore fleurs fraîches alors? D'accord. Nous on propose des fleurs déjà séchées comme ça. Ah bon? Ouais. T'as déjà vendu comme ça? Alors
Alors c'est juste les pétales ou toute la fleur séchée? Ça. Ça. En tisane. Si vous coupez la fleur fraîche, vous risquez d'abîmer le fruit en lui-même, quoi. Parce que le fruit n'est pas encore formé. Mais quand il y a beaucoup de fleurs... Ah, vous sacrifiez quand même. D'accord. Je ne savais pas qu'on pouvait faire des plantes greffées, faire un marcotage, d'accord. Eh ben non, nous marcote pas du tout au niveau des manguiers, on fait pas du tout de marcotte. Alors on a aussi une problématique, c'est les cyclones. Et si on veut des plants qui soient bien enracinés dans le sol, il nous faut absolument partir de greffe. Donc partir d'un semis au niveau du porte-greffe pour que l'enracinement soit bon et solide en cas de cyclone, et le greffon pour garder la variété. Et une mise à fruit plus rapide. Grumes c'est pareil, hein, au bout de 2 ans ils ont leur premier fruit. Et vous greffez vous aussi les agrumes? Oui, on greffe, mais comme tu viens de dire, pour le manguier, avocatier pareil, il faut greffer l'avocatier pour avoir des fruits plus rapidement et puis qu'ils soient bien ancrés dans le sol. Parce que le marcotage existe. Abricotier. Abricotier, ouais. Ouais, en fait la majorité des espèces fruitières. Moi, je n'utilise pas le voltage, j'utilise pas moi. Avec quoi? Avec l'orange? Non, on fait pas d'orange avec la mandarine. Ça marche bien. En fait, plus ou moins. Parce que comme moi je débute, je viens de commencer que l'année dernière, donc des jours ça colle, des jours ça colle pas. Il faut de la patience. Je n'aime pas ça. Donc voilà, ça c'est des types d'haricots, des pois qu'on utilise aussi. Qui se mangent assez bien. Qui se mangent, qui sont très bons, les pois cannes. Donc voilà. Là, faut qu'on fasse une récolte de pois cannes. Une variété de pois cannes aussi. Oui, c'est les pois cannes, donc en fait c'est celle qui grimpe et qui a effectivement des grandes gousses. Parce qu'il y en a une qui a des plus petites gousses. En fait, on a une période sèche de juillet jusqu'à novembre. Donc on veut dire, est-ce que si on arrosait beaucoup plus de juillet août, est-ce que les arbres vont fleurir avant tous les autres qui vont fleurir vraiment à partir de décembre, janvier? Bon, c'est le prochain thème de travail de CFPA, je crois. Là, tu vois, c'est ton nom, je t'enregistre.